Célébration aujourd'hui du 58e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, les circonstances et l'importance que revêt un tel événement, précision dans ce journal-là. Les vues semblent s'accorder et se fédèrent entre les différentes couches socio-professionnelles du pays pour la marche citoyenne prévue ce mardi 21 décembre. À l'appel, tous promettent de répondre présent. Détail dans cette édition. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux en ce jour spécial de 18 décembre. De facto, bonne fête de la République à toutes et à tous. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que 18 décembre 1958, 18 décembre 2016, le Niger commémore aujourd'hui dimanche le 58e anniversaire de la proclamation de sa République. Plus d'un demi-siècle après, que d'interrogations qui continuent à se poser et d'ailleurs dans quelles circonstances cette proclamation était-elle intervenue? Élément de réponse avec professeur Maïkourema Zakari. Il est chef de département Histoire et Tradition orale à l'IRCHA. On l'écoute. Une fois la guerre terminée, évidemment en Afrique, il y a eu un changement de mentalité, un nouveau courant politique militant pour l'émancipation des colonies a vu le jour. C'était un courant animé par les anciens combattants, certains cadres africains tels que les gens issus de William Ponty, l'école William Ponty ou l'école de médecine africaine. Et ce courant d'émancipation était soutenu par les USA, l'Union soviétique, mais aussi l'ONU. Donc ça prenait, si vous voulez, une dimension internationale. Et face à cette réalité, les puissances colonisatrices ne pouvaient pas rester indifférentes. Donc cela a amené du côté des Français à essayer la formule de ce qu'ils ont appelé l'Union française. L'Union française est mentionnée dans la constitution de la 4e République française qui a été votée le 27 octobre 1946. Et dans son préambule, le préambule de cette constitution, il est dit que la France forme avec les peuples d'outre-mer, c'est-à-dire les colonies, une union fondée sur l'égalité des droits, des devoirs, sans distinction de race ni de religion. Ça veut dire qu'ils mettent un terme au fait colonial. On ne parle plus de colonie. Et à partir de ce moment, ces territoires, ces anciennes colonies deviennent des territoires d'outre-mer. Des territoires d'outre-mer dont les ressortissants, c'est toujours la Constitution française dit, ont qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole. Ça, c'est l'article 80 de la Constitution de la 4e République française. Donc ça, ce sont les dispositions, les principes qui ont été arrêtés dans la Constitution. Et il était prévu que des lois vont venir préciser les conditions dans lesquelles ce droit à la citoyenneté va être exercé. Et le 18 décembre 1958, la République du Niger est proclamée, avec donc les gens du RDA qui sont la tête, et ceux-là vont procéder à partir de 1959 à l'élimination de l'arène politique du Sawaba. Et l'année 1960 va voir donc l'indépendance du pays avec qui sera proclamée le 3 août et une nouvelle constitution adoptée le 8 novembre 1960 qui instaure un régime de type présidentiel avec donc comme premier président Djuri Amani qui est élu par l'Assemblée constituante qui était aussi transformée en Assemblée nationale. Voilà un peu comment le processus s'est déroulé. J'ai voulu situer tout cela dans le contexte historique pour comprendre le cheminement. Il y a eu des étapes. Donc en résumé, il y a une lutte politique qui a été menée par les partis politiques et les syndicats. Et sentant la situation internationale, parce qu'avec le problème algérien, la lutte armée au niveau de l'Algérie, pour l'indépendance et tout cela, on ne voulait pas, par exemple dans le cas du Niger, que cela aille aussi vers la radicalisation. Tout cela a fait donc qu'il y a eu des concessions, mais la politique a consisté toujours à essayer de faire un peu de dilatoire pour sauver l'essentiel. Et c'est comme ça qu'on est venu aux indépendances. La République, donc, c'est-à-dire, c'est un État qui a une constitution, qui a ses institutions, qui ne dépend plus d'un autre État, qui a pleine
autorité sur toutes les questions qui relèvent de son domaine. Voilà, c'est ça la République. Vous suivrez d'ailleurs l'intégralité de cet entretien accordé par le professeur Zakari Maikorema en partie magazine de cette édition. Place du citoyen dans la République, entre autres thèmes d'une conférence publique tenue hier soir à la place AB de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Suscitant au passage un intérêt particulier, les étudiants y ont pris part surtout à la veille de la célébration de la proclamation de la République. Les images de Chebou Guisso commentées par le compte-rendu de la rédaction. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey à l'école de la République, c'est tout oui qu'ils participent à cette conférence publique initiée à la veille de la célébration de la proclamation de cette même République. Et les conférenciers opportunément n'y ont pas lésiné sur le choix de thèmes assez expressifs et évocateurs. C'est extrêmement important à l'occasion de cette fête de la proclamation de la République que nous revenions sur les thèmes très essentiels et qui regardent aujourd'hui le citoyen à travers un comportement qu'il doit avoir dans le pays, notamment sur la citoyenneté responsable, le rôle qu'il doit avoir en tant que contrôleur de l'action publique pour une bonne gouvernance. Donc c'est tout à fait important de rappeler aujourd'hui le citoyen son rôle dans une république, lui rappeler ses fondements, et tout ça là va concourir à nous à participer et à aboutir à la bonne gouvernance dans une démocratie que nous avons choisie tous. En retour, regain d'intérêt de ces mêmes étudiants qui en sont largement sortis éclairés et édifiés. Nous avions beaucoup appris parce que les conférenciers nous ont clarifié beaucoup de choses. D'abord, le concept même. L'historique du concept de la République a été défini et bien expliqué par les conférenciers, et ensuite le rôle du citoyen de la République, parce qu'à travers cette communication nous avions appris que cette mauvaise gouvernance, cette bavure politique qui est en train d'être faite au Niger peut être contrecarrée par les citoyens. C'est un idéal, il suffit de prendre la constitution de la 7e République. À partir de l'article 1er, on dit que la République du Niger, elle est indépendante et souveraine. Mais ma foi, aujourd'hui, ce qu'on a constaté, nous ne sommes pas dans une République indépendante au vu des présences des forces militaires étrangères qui sont partout sur notre territoire. Si aujourd'hui on prend le budget de notre État, personne ne peut dire que l'État du Niger est un État indépendant, parce que nous n'avons pas une indépendance économique qui peut nous permettre de faire la politique de notre moyen. Nous avons un pacte républicain au Niger dont aujourd'hui personne ne parle, et je crois qu'il faut tout revoir au Niger, et c'est surtout aux citoyens d'impulser cette dynamique, amener les dirigeants à avoir un esprit républicain. Le Niger, 58 ans après la proclamation de sa République, différents régimes se sont succédés et tous n'ont pas apparemment daigné lui accorder aux citoyens cette place de choix qu'il doit occuper dans la République. Autre célébration ce dimanche 18 décembre qui est celle de la journée internationale des migrants, occasion pour JMED Niger, jeunesse, enfance, migration et développement de tabler sur une rencontre d'échange thématique sur le droit des migrants et surtout le respect de ces mêmes droits avec le contexte international actuel. Les images de Sadou Doumi commentées par la rédaction. La journée se veut celle d'échanges thématiques sur les droits des migrants et le cadre est créé à travers cette conférence animée par JMED, Jeunesse, Enfance, Migration et Développement, une activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la migration. Cette journée vise d'une part à édifier le public en général, notamment les jeunes, sur les instruments relatifs aux droits humains des migrants et leur respect dans le contexte actuel. Des exposés suivis des débats nous permettront de mieux cerner les enjeux de ce thème et de discuter des faits marquants et actuels sur la migration. Cette journée est aussi une occasion pour nous d'interpeller la communauté internationale, les organisations régionales et sous-régionales, notamment l'Union africaine et la CEDEAO, sur leurs engagements à promouvoir le droit à la migration, la libre circulation
et les droits des migrants. On ne peut pas ne pas dénoncer les tracasseries routières aux frontières, les violences vécues par les migrants relevées par plusieurs études, mettant en cause la liberté des mouvements dans l'espace CEDEAO. Justement, relativement au phénomène de la migration, le sujet est d'actualité dans un contexte international, bien que les réglementations en vigueur soient claires. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective. Chaque cas d'expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle, article 22. Plusieurs États, en effet, procèdent à des expulsions massives de migrants, souvent sans respect de la dignité humaine. C'est le cas de l'Algérie, où une opération dénommée à juste titre chasse à l'homme noir, une opération sans respect des droits des migrants, est à l'œuvre actuellement. L'Algérie doit respecter ses engagements internationaux et ses engagements africains, notamment au niveau de l'Union africaine. Avec son lot de préjudices, nombreux sont les pays en ce moment, et ce à plusieurs niveaux, à prendre des dispositions pour stopper les flux migratoires. Ce sera une marche pacifique suivie de meeting avec point de rencontre à la place Thomon le mardi 21 décembre prochain à partir de 15h. À cet effet, organisation de la société civile, organisation syndicale, citoyens politiques, tous semblent être convaincus de la nécessité, tout comme la justification d'une telle sortie pour décrier plusieurs mots en isme, tout comme en ion. Suivons ces quelques réactions de ces quelques citoyens de bords confondus. Cette marche est une très bonne initiative. Du moment où tout le monde sait dans ce pays, ça ne va pas. La malgouvernance a atteint son paroxysme. Il y a plusieurs fronts qui sont en ébullition. Et je pense que cette marche, c'est une marche citoyenne. Il faudrait que toute la population de Niamey puisse s'impliquer afin que cette manifestation soit une manifestation triomphale. Et prenez le cas de tout ce contexte qui bouillonne avec des situations telles que les déguerpis, avec des situations telles que les abrogations de concours, où les jeunes Nigériens sont aujourd'hui à la merci d'un certain nombre de situations de paupérisation suite à cette situation-là. Prenez le cas du secteur éducatif qui connaît une désarticulation. Aujourd'hui, ça ne va pas. L'école nigérienne est à l'abandon. Une marche citoyenne, c'est une marche pour dénoncer les travers, pour dénoncer la situation dans laquelle le pays est, la situation où partout ça ne va pas, où les gens ont été dégarpis, ont été mis à même les sols, j'allais dire. Donc ça ne va pas, c'est pourquoi nous pensons que le 21, il faut que les gens de Niamey, du Niger, de façon générale, sortent pour manifester leur mécontentement, pour imposer un comportement au régime, pour que les citoyens soient mis dans leurs droits. La machine est en marche. Nous espérons que tous les Nigériens, et particulièrement ceux de Niamey, auront déjà compris les bien fondés de cette marche de protestation qui va avoir lieu le 21 en raison de la situation très préoccupante de notre pays, en raison de la situation délétère, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui le climat social est très tendu, et vous savez aussi que tous les secteurs sociaux de base sont au rouge, la santé, l'éducation, l'emploi, le logement, tout est au rouge. Donc nous pensons qu'il va falloir aujourd'hui amener le gouvernement à prendre conscience de cette situation et en conséquence à prendre les mesures qui s'imposent. C'est pour la première fois que les citoyens ont en tout cas jugé utile de faire des manifestations dans la soirée. C'est dû en tout cas au contexte actuel où les Nigériens souffrent au quotidien de cette crise économique, en tout cas qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, les Nigériens cherchent à avoir un repas par jour. Dans ces cas, nous permettons en tout cas aux citoyens et aux Nigériens d'aller chercher quoi manger dans la matinée et dans la soirée, et en tout cas venir participer à cette marche citoyenne qui serait en tout cas des succès, Inch'Allah, à partir du 21 décembre à 15h.
Ce sont là les quelques citoyens à s'être prononcés à travers l'appel qu'ils ont lancé pour la marche citoyenne prévue pour se tenir le mercredi 21 décembre prochain à partir de 15h avec comme point de rencontre la place Toumo de Niamey. La suite de cette édition, elle est désormais rendue obligatoire. C'est cette visite technique aussi bien pour les particuliers que les véhicules de transport. Un bémol, sauf que les véhicules de transport, tout comme les particuliers, semblent n'avoir pas été contactés. Mieux, ils disent que les voies sont dégradées, raison de plus pour les autorités d'être beaucoup plus regardants quant à la praticabilité ou disons l'impraticabilité de ces routes avant de se voir imposer cette visite technique qui est loin d'agréer leur assentiment. Le reportage est signé chez Bouguissou et Michel Deji. De l'avis de certains usagers, c'est beaucoup plus l'état des routes qui est à revoir. L'état des routes et celui des véhicules semblent en effet avoir une connotation étroite. Wallahi, visite takardun taxi duka da muke yi kamar ya zama cilas ne gare mu. Me ne sani ci ya zama cilas ne gare mu? Nous, on est juste obligés à le faire vraiment, car toutes les voies sont quasi impraticables. Il n'y a que des nids de poules et des sables qui envahissent les goudrons de la ville. Si les autorités municipales sont à l'écoute, qu'elles nous viennent en aide. Il y a aussi le problème des feux optiques. Il n'est pas rare de voir en effet les feux fonctionner d'un seul côté et quand tu passes, la police te verbalise. Vous avez vu de vous-même, il n'y a pas assez de routes en bon état et ça endommage beaucoup nos véhicules. Et si on ne les répare pas, les visites techniques sont inutiles, puisque même un véhicule en bon état peut se gâter aussitôt en empruntant ces routes. L'état des véhicules, l'état des routes et des autres infrastructures routières et l'état de bonne conduite des usagers, des facteurs qui vont concomitamment dans le bon fonctionnement de la circulation routière. Voilà, comme annoncé, nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition. Elle est essentiellement consacrée à l'entretien qu'a bien voulu nous accorder le professeur Zakari Maikorema. Il en fait une radioscopie sans complaisance de la célébration de la proclamation de cette République du Niger. Non seulement bonne fête de la République, très bonne réception avec cette même passion de vous servir. Au revoir. Vous savez, le Niger a connu le statut de colonie. La colonie du Niger, donc faisant partie de l'AOF, l'Afrique occidentale française, et la proclamation de la République du Niger le 18 décembre 1958, c'est le fruit d'un processus qui commence au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Le conflit, la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, a été très dur pour les puissances européennes colonisatrices. Cette guerre les a considérablement affaiblis. Un pays comme la France a vu pratiquement les 2/3 de son territoire occupé par l'occupant allemand dès 1940 et sa classe politique divisée entre ceux qui acceptaient la collaboration et ceux qui avaient opté pour la résistance. Donc tout cela fait que pour aller vite, ces pays donc, ont pris leur image de marque, leur prestige avait pris un coup au sortir de cette guerre. Et cela, évidemment, ne va pas sans engendrer des changements de mentalité au niveau des colonies. Donc pressentant sans doute cela, il faudrait que bien constituer le contexte historique. Le général de Gaulle avait, dès janvier 1944, convoqué une conférence à Brazzaville pour pouvoir définir une nouvelle formule coloniale qui, tout en liant davantage les colonies, puisse laisser augurer quelques perspectives d'évolution, telles que leur représentation à l'Assemblée française
au pouvoir central français et puis aussi des assemblées locales. Donc c'était les concessions qu'il comptait faire. C'était une conférence qui a réuni uniquement de Gaulle, les gouverneurs généraux et les gouverneurs des colonies. Il n'y avait aucun représentant de l'Afrique. Donc, une fois la guerre terminée, évidemment en Afrique, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu un changement de mentalité et un nouveau courant politique militant pour l'émancipation des colonies a vu le jour. C'était un courant animé par les anciens combattants, certains cadres africains tels que les gens issus de William Ponty, l'école William Ponty ou l'école de médecine africaine. Et ce courant d'émancipation était soutenu par les USA, l'Union soviétique, mais aussi l'ONU. Donc ça prenait, si vous voulez, une dimension internationale. Et face à cette réalité, les puissances colonisatrices ne pouvaient pas rester indifférentes. Donc cela a amené du côté des Français à essayer la formule de ce qu'ils ont appelé l'Union française. L'Union française est mentionnée dans la Constitution de la 4e République française qui a été votée le 27 octobre 1946. Et dans son préambule, le préambule de cette Constitution, il est dit que la France forme avec les peuples d'outre-mer, c'est-à-dire les colonies, une union fondée sur l'égalité des droits, des devoirs, sans distinction de race ni de religion. Ça veut dire qu'ils mettent un terme au fait colonial. On ne parle plus de colonie. Et à partir de ce moment, ces territoires, ces anciennes colonies deviennent des territoires d'outre-mer. Des territoires d'outre-mer dont les ressortissants, c'est toujours la Constitution française dit, ont qualité de citoyens au même titre que les nationaux français de la métropole. Ça, c'est l'article 80 de la Constitution de la 4e République française. Donc ça, ce sont les dispositions, les principes qui ont été arrêtés dans la Constitution, et il était prévu que des lois vont venir préciser les conditions dans lesquelles ce droit à la citoyenneté va être exercé. Mais il faut attendre 10 ans, c'est-à-dire la loi cadre de 1956, pour qu'on arrive à l'application des dispositions de cette Constitution. Donc de 46 à 56, c'est encore le système colonial qui a continué. Alors avec la loi cadre, quand même, on assiste à un début d'application de ces dispositions de la 4e Constitution, telles que le suffrage universel qui est accepté au niveau des colonies, la création d'un conseil de gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement local qui réunit les gens élus au niveau de l'Assemblée territoriale, et le chef du territoire qui était en fait le poste de l'ancien gouverneur et représentant du chef de l'État français. Et ces assemblées territoriales avaient aussi un pouvoir délibérant populaire. Mais cette loi cadre consacre aussi le morcellement de l'AOF, et les décisions de l'Assemblée territoriale sont subordonnées à celles de l'Assemblée nationale française. Et en fait, ces pouvoirs locaux n'avaient pas prérogatives dans tous les domaines. Par exemple, la monnaie, la politique économique et financière, les examens, les programmes, la radio, la police, tout ça dépendait du chef du territoire qui est représentant du chef de l'État français. Donc c'est pour vous dire en fait que c'est un peu une sorte de maquillage qui essaie de sauver le système tout en laissant croire qu'il y a un début de changement. Donc cela amène les Africains à prendre conscience qu'on ne peut pas... la seule voie qui s'offre pour aller à l'émancipation, c'est la lutte. Donc ce qui va amener les structures de lutte politique, en l'occurrence les partis politiques, et puis plus tard les syndicats, à s'impliquer dans la lutte pour l'émancipation des territoires conquis par la France. Donc si on prend le cas du Niger, en ce qui concerne les partis politiques, c'est d'abord le Parti progressiste nigérien, qui est créé le 12 mai 1946 à Niamey, et qui devient par la suite une section du RDA, qui est le Rassemblement démocratique africain, qui est un parti panafricain qui milite aussi pour l'émancipation. Bon, ensuite, il y a eu d'autres partis tels que
l'Union des indépendants et des sympathisants, l'UNIS, qui est un parti proche de l'administration, parce que l'administration, en constatant que le RDA menait une politique nationaliste, avait commencé à se méfier d'elle. Et elle a créé, avec le consentement de la chefferie, un parti proche. Et cela a mis le RDA en difficulté, jusqu'à ce que le RDA se désapparente du Parti communiste français. Alors, à ce moment, donc, il tombe dans les grâces du pouvoir colonial. Mais ce désapparentement amène aussi un problème au niveau du RDA, qui est sa scission avec la création de l'UDN par son secrétaire général Djibo Bakary, qui reste fidèle à la première ligne politique du RDA. Bon, ensuite, il y a eu d'autres partis, le Parti des forces démocratiques nigériennes, fondé par Zodi Ikia en 1957, et bien d'autres petits partis. Et donc, cette lutte-là, pour l'émancipation, connaît des étapes. Il y a d'abord eu, le 19 novembre 1956, des élections municipales qui avaient été remportées par le Sawaba et le bloc national, le bloc nigérien d'action, avec Seydou Izermakoué. Et puis ensuite, en 1957, il y a eu des élections législatives remportées également par le Sawaba, qui constitue le premier conseil de gouvernement, dont le vice-président va être son leader. Alors, à partir de ce moment, toute cette lutte menée ne conduit pas quand même à un grand changement. Et c'est en ce moment que l'on va assister au niveau de l'AOF d'une manière générale à une radicalisation de la lutte avec l'entrée en scène des syndicats, notamment l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, qui est une confédération syndicale à l'échelle de l'AOF et qui était présidée par Sékou Touré, Abdoulaye Diallo du Mali, Ousmane Ba et Djibo Bakary du Niger. Et cette centrale exige la liquidation du système colonial. Donc on est monté d'un cran. C'est-à-dire il faut mettre un terme à la colonisation. Et cela va amener aussi du côté des Français, où il y avait d'ailleurs déjà d'importants changements politiques avec le retour du général de Gaulle en 1958 sur l'arène politique et l'adoption d'une nouvelle constitution, celle de la Ve République. Et c'est dans cette constitution qu'on va parler de la communauté franco-africaine. Et cette communauté franco-africaine, c'est en fait une association d'États autonomes, c'est-à-dire les territoires d'outre-mer, avec la République française. Et pour l'adoption de cette communauté, un référendum va être organisé. C'est donc le fameux référendum de septembre 1958 sur la communauté. Oui pour la communauté ou non pour la communauté. Le oui, ça veut dire que vous restez donc dans le giron français. Le non vous donne immédiatement l'indépendance du pays. Et à l'échelle de l'AOF, le non n'a été majoritaire qu'en Guinée. Au Niger, bien que le Sahaba ait bâti campagne pour le non, avec l'appui massif apporté par l'autorité coloniale, c'est l'UCFA, c'est-à-dire l'Union pour la communauté franco-africaine, qui regroupait le RDA et d'autres, la chefferie traditionnelle. C'est cette union qui l'emporte. Et à partir de ce moment, il va y avoir une conséquence politique importante à l'échelle du territoire. Puisque avant, c'était le MSA, c'est-à-dire le Sawaba, qui avait l'autorité, l'exécutif, puisque son leader était le vice-président. Alors avec cette nouvelle donne, c'est maintenant l'UCFA, l'UFCA, plutôt l'Union pour la communauté franco-africaine, avec le RDA, qui a le début, et il va y avoir des conséquences, notamment sur le plan politique, avec la démission du conseil de gouvernement. L'organisation, c'est un train de mesure, la dissolution de l'Assemblée territoriale qui intervient le 14 novembre 1958, l'organisation le 14 décembre 1958 de nouvelles élections qui consacrent la victoire du RDA et ses alliés, et le 18 décembre 1958, la République du Niger est proclamée, avec donc les gens du RDA qui sont à la tête, et ceux-là vont procéder à partir de 1959 à l'élimination de l'arène politique du Sawaba. Et l'année 1960 va voir donc l'indépendance du pays, avec qui sera proclamée le 3 août
et une nouvelle constitution adoptée le 8 novembre 1960 qui instaure un régime de type présidentiel avec donc comme premier président Diori Amani qui est élu par l'Assemblée constituante qui était aussi transformée en Assemblée nationale. Voilà un peu comment le processus s'est déroulé. J'ai voulu situer tout cela dans le contexte historique pour comprendre le cheminement. Il y a eu des étapes. Donc en résumé, il y a une lutte politique qui a été menée par les partis politiques et les syndicats et sentant la situation internationale, parce qu'avec le problème algérien, la lutte armée au niveau de l'Algérie pour l'indépendance et tout cela, on ne voulait pas, par exemple dans le cas du Niger, que cela aille aussi vers la radicalisation. Tout cela a fait donc qu'il y a eu des concessions, mais la politique a consisté toujours à essayer de faire un peu du dilatoire pour sauver l'essentiel. Et c'est comme ça qu'on est venu aux indépendances. La République, donc, c'est-à-dire c'est un État qui a une constitution, qui a ses institutions, qui ne dépend plus d'un autre État, qui a pleine autorité sur toutes les questions qui relèvent de son domaine. Puisque la communauté est définie comme un ensemble qui associe la République française à des États autonomes, pas indépendants, autonomes. Et j'avais dit que dans le cadre de la communauté, il y a certains domaines, je les ai cités, qui ne relevaient pas en fait des autorités locales, mais qui étaient toujours la chasse gardée, si on peut dire, de l'autorité de la métropole. Donc il n'y avait pas une indépendance en ce moment. Il y avait une république avec une assemblée territoriale, un conseil de gouvernement, mais qui agissait en liaison avec la République française dans le cadre de la communauté. Et l'indépendance n'est venue que 2 années plus tard, quand on a quitté cette communauté pour proclamer une république indépendante. Vous voyez la différence. Avant, la république n'était pas indépendante de 58 à la proclamation. C'est une république qui évoluait dans le cadre d'un ensemble vaste qui est la communauté franco-africaine. Donc c'était une souveraineté certes dans la forme, puisqu'il y avait un chef d'État élu par la population, il y avait une constitution, il y a des armoiries, donc tous ceux qui représentent la République. Mais dans la marche, compte tenu du fait que c'était des pays aux économies fragiles, tout cela et autres, il y avait encore une forte influence de l'ancien colonisateur dans la marche de l'État. Voilà un peu, mais on est indépendant puisqu'on n'est plus colonie, on n'est plus membre d'une communauté pilotée par une puissance coloniale. Si vous voulez, c'est un peu toutes les colonies qui ont suivi cette voie, étant donné qu'on a évolué dans un système depuis 1900 jusqu'à l'indépendance, avec la langue du colonisateur, ses institutions, tout cela et autres, et il est difficile du jour au lendemain de changer tout cela. Vous voyez? Donc les gens étaient, dans un premier temps, ils ont pratiquement un peu reconduit la formule de l'organisation de l'État. Dans tous les cas, il y a toujours une influence des habitudes qui ont été acquises pendant la période coloniale. C'est-à-dire, bon, on est toujours quand même un État souverain. Des travaux ont été effectués dans tous les domaines. Il y a la scolarisation, la santé, les infrastructures et autres. Bon, la réalité, c'est qu'on est encore loin d'être un pays développé. On est toujours dans le sous-développement. Nous n'avons pas toujours les moyens de notre politique. Donc, on ne peut pas dire que c'est un bilan totalement positif. Mais ce qui est sûr, il y a une évolution, un changement par rapport à la situation du pays en tant que colonie.